Est-ce que toi aussi, quand tu te lèves le matin, t'es pleine de bonnes intentions? Tu te dis que tu vas t'occuper de tes enfants dans la bienveillance, dans l'amour, la compréhension. Mais au bout de quelques heures, tu te transformes littéralement en maman Hulk. Tu répètes 50 fois les mêmes choses, tu t'énerves, tu cries et tu finis la journée complètement épuisée et pleine de regrets. La vie avec un petit, c'est un peu comme un grand écart. Un instant, ce sont des anges et l'instant d'après, ils sont en mode tornade émotionnelle. C'est épuisant et parfois, on se retrouve à dire stop, lâcha, touche pas, arrête. Et on se retrouve un peu comme la policière de la maison. Le problème, c'est qu'on va pas attacher nos enfants et les empêcher d'explorer le monde. C'est justement leur rôle, c'est comme ça qu'ils apprennent et c'est vital pour leur développement. Tout lui interdire et être sur ses côtes H24, c'est frustrant autant pour lui que pour nous. Bon, dans tout ce raffut, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il existe des clés simples et concrètes pour casser ce cycle et retrouver le chemin de la sérénité à la maison. Voici 4 habitudes qui vont littéralement te changer la vie. Tu sais, quand on parle d'éviter les conflits avec son enfant, on imagine souvent qu'il faut être extraordinairement patiente, incroyablement douce, limite irréprochable, parfaite. Mais en réalité, la vraie clé pour apaiser ton quotidien, ce n'est pas d'être parfaite, c'est de repenser ton environnement, de repenser tes attentes et de repenser ce que tu considères comme acceptable. Parce que la majorité des tensions ne viennent pas du mauvais comportement de ton enfant, mais d'un décalage entre les besoins de ton enfant et les limites que tu poses sans vraiment y réfléchir. Et la première étape, vraiment, c'est d'observer ton quotidien avec un petit peu de recul. Tu prends un moment et tu te demandes, où est-ce que ça bloque le plus? Est-ce que c'est quand ton enfant ouvre les placards? Est-ce que c'est quand il grimpe sur le canapé? Quand il touche les objets sur la table? Et dès que tu as identifié ces zones de friction, je t'invite à te poser une autre question. Est-ce réellement grave? Est-ce que ce comportement mérite une intervention ou est-ce que c'est juste une habitude que j'ai héritée sans jamais vraiment les remettre en question? Parce que très souvent, quand ton enfant fouille dans le bac à fruits, par exemple, et qu'il prend une pomme juste pour la manipuler, pour jouer avec, pour la grignoter, tu réalises que ça ne remet rien en cause. C'est pas dangereux, ça détruit pas, ça ne sabote pas ton organisation. Et en acceptant ce genre de petites explorations, tu libères de l'espace mental, tu diminues les non intempestifs et tu permets à ton enfant d'avoir plus de liberté sans que ça te demande plus d'énergie. Et puis franchement, avouons-le, pendant que tu cuisines, si ton enfant il joue avec la casserole par terre, ça change quoi à ta vie? Ça paraît être un détail subtil, mais ça peut vraiment changer ton quotidien. Moins de contrôle inutile est égal à moins de frustration pour ton enfant, mais aussi pour toi. Et pour canaliser ce besoin naturel d'exploration, parce qu'un tout petit, de toute façon, ça va explorer tout le temps, tu ne vas pas l'empêcher de toucher à tout, c'est juste pas possible. Tu peux, à la place, mettre en place quelque chose d'extrêmement efficace. C'est ce que j'appelle le tiroir découverte ou le bac à découverte. Alors, le tiroir découverte, qu'est-ce que c'est? C'est un tiroir à la hauteur de l'enfant, totalement accessible. Et tu le remplis de choses qui ne craignent rien, mais qui sont hyper intéressantes pour lui. Ça peut être des objets du quotidien, ça peut être des contenants, des chiffons, des boîtes qui s'ouvrent, qui se ferment, des cuillères en bois, des éponges, des pots en plastique, bref. Toutes ces petites choses que ton enfant adore aller chercher dans les zones interdites. Ce tiroir devient littéralement un oui permanent dans une maison où naturellement il y a beaucoup trop de non. Et ça fait une différence énorme, parce qu'un enfant qui a un endroit conçu pour être fouillé ne ressent plus ce besoin intense d'ouvrir les tiroirs qui lui sont interdits. Et tu peux même élargir cette petite astuce du tiroir à oui en espace à oui. Tu peux faire quasiment de toute ta maison un espace où ton enfant peut explorer librement. Je m'explique. Si tu sais que ton enfant a tendance à farfouiller un peu dans les endroits qui sont bas, range les choses dangereuses, importantes, interdites pour ton enfant, tu les ranges en hauteur. Et les endroits qui lui sont accessibles, eh bien tu mets des choses à l'intérieur qu'il peut toucher, qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas dangereuses. Quand tu dis à ton enfant, ne cours pas, ne touche pas, ne crie pas, ne mets pas ça dans ta bouche, ce qui arrive dans son cerveau d'enfant, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Le cerveau d'un tout petit, il est encore en construction. Et ce que les neurosciences nous montrent, c'est que la négation n'est pas intuitive pour lui. Avant même de comprendre l'interdiction,
il enregistre le verbe principal. Donc quand tu dis à ton enfant ne cours pas, ce qu'il entend, c'est cours. Quand tu lui dis ne touche pas, il entend touche. Quand tu lui dis ne mets pas ça dans ta bouche, il entend mets ça dans ta bouche. Et en fait, quand ton enfant te désobéit, quand tu lui dis de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas de la provocation, c'est de la neurologie toute simple. Ce que toi tu vis comme un manque d'écoute, ton enfant, lui, le vit comme une consigne totalement incompréhensible. Il doit d'abord décoder la négation et ensuite deviner ce que tu veux qu'il fasse à la place et après ensuite seulement l'appliquer. Ça fait 3 étapes mentales pour un cerveau qui n'a même pas fini de grandir. C'est juste énorme pour ton enfant, tu lui en demandes beaucoup trop. Et c'est pour ça que tu as souvent l'impression que ton enfant n'écoute jamais, alors qu'en réalité, il a juste pas d'informations exploitables. Si tu remplaces ne cours pas par on marche doucement, là d'un coup tout devient beaucoup plus simple. Tu donnes une direction claire, immédiate et facile à appliquer. Tu transformes une interdiction un peu vague en une action précise. Et tu n'imposes plus l'effort mental de deviner la consigne cachée derrière les noms. Cette manière de communiquer, elle demande juste un tout petit ajustement de ta part, mais elle a des conséquences vraiment profondes. Et si je te dis ça, t'imagines bien que c'est en connaissance de cause. J'ai 2 enfants et je peux vous dire que ça change vraiment la donne. Ton enfant se sent compétent parce qu'il comprend ce qu'on attend de lui. Tu te répètes moins, tu t'énerves moins et surtout, tu n'alimentes plus cette sensation désagréable qu'il entend non, stop, arrête, pas ça à longueur de journée. Franchement, c'est désagréable pour toi autant que ça l'est pour lui. Parce que vraiment, faut se le dire, entendre toute la journée « fais pas ci, fais pas ça », ça use l'estime de soi. Pas parce que c'est violent, mais parce qu'en fait, juste c'est permanent. Ça donne l'impression à ton enfant d'être tout le temps dans l'erreur, de devoir tout le temps être corrigé, constamment à côté de la plaque. Mets-toi à sa place, en tant qu'adulte. Si quelqu'un passe sa journée à te reprendre, à te faire des reproches, même gentiment, à la longue, ça commence à te gonfler, tu te sens nul, tu te sens nerveux, tu te sens surveillé 24 heures sur 24, c'est vraiment pas agréable. Un enfant, c'est pareil, sauf qu'il a encore moins de recul pour comprendre que ce n'est pas contre lui, t'imagines ? Et tu vas voir, pour l'avoir vécu, plus tu pratiques ce changement de formulation, plus ton enfant coopère naturellement. On n'est plus dans l'obéissance aveugle parce qu'il a peur d'être puni, parce qu'il a peur que tu cries, mais vraiment parce qu'il comprend ce que tu lui demandes, tout simplement. Petite parenthèse rapide, si tu aimes ce genre de contenu et que ça t'aide à avancer dans ton quotidien avec ton enfant, pense à liker la vidéo et à t'abonner. Ça me soutient, ça me motive à préparer encore plus d'astuces et de conseils et franchement, ça coûte rien. Merci pour la force. Dans beaucoup de foyers, on pense que pour qu'un enfant s'épanouisse, il faut lui fournir une quantité gigantesque de jouets, des nouveautés régulières, des étagères remplies du sol au plafond. Et pourtant, plus on accumule, plus on se rend compte que le jeu se dégrade. C'est pas un hasard. Le cerveau d'un jeune enfant est fait pour explorer, mais il n'est pas fait pour gérer la surcharge visuelle et matérielle. Plus il voit d'objets autour de lui, plus il va papillonner, se disperser. Et souvent, ce qu'on interprète comme « il ne joue pas bien »,« oh, il s'ennuie vite »,« il sait pas quoi faire, faudrait peut-être que je lui achète des nouveaux jouets ». En réalité, tout ça, ce n'est que la conséquence d'un environnement trop riche et trop stimulant. C'est là que la rotation des jouets devient un outil extrêmement puissant et c'est le 3e point dont on va parler. La rotation, elle permet de donner de la valeur à chaque objet, de rallonger le temps de concentration, de réduire la frustration et, point très important qu'on a tendance à sous-estimer, elle simplifie énormément le quotidien. Et là, encore une fois, c'est le vécu qui parle. L'idée, c'est pas de priver ton enfant ni de cacher les jouets qu'il aime, mais c'est juste de créer un cadre où chaque jouet a un véritable rôle. Je t'ai toujours pas expliqué le concept de la rotation, mais c'est super simple. Tu sélectionnes une petite quantité de jouets parmi tous les jouets que ton enfant a, et tout le reste, tu le ranges dans une caisse, dans un placard, peu importe, en tout cas dans un endroit hors de sa vue. Et à ce moment-là, ton enfant n'a accès qu'à une quantité restreinte de jouets. Et là, je peux te dire qu'il se passe quelque chose d'assez fascinant. En réduisant l'offre, tu augmentes la profondeur du jeu. Ton enfant va jouer plus longtemps avec chaque objet. Il va inventer plus de scénarios. Il va avoir des idées plus complexes parce qu'il n'est plus constamment interrompu par la présence de 50 autres possibilités autour de lui. C'est exactement comme nous, adultes. Quand on a plusieurs onglets ouverts, plusieurs applications qui clignotent, plusieurs pensées en simultané, on n'entre jamais vraiment dans une tâche et on est moins concentré.
Mais quand on se concentre sur une seule chose, on va beaucoup plus loin. Un enfant fonctionne exactement de la même manière. Là, tu te demandes peut-être, ok, mais quand est-ce que je sais quand je dois changer les jouets? Eh bien, c'est très très simple, tu observes ton enfant. Dès que tu vois qu'il commence à jouer de manière agressive, c'est-à-dire qu'il jette, qu'il vide, qu'il enchaîne sans s'arrêter ou qu'il te répète qu'il s'ennuie, c'est le signal que le cycle est terminé et qu'il faudrait peut-être penser à faire la rotation des jouets. À ce moment-là, tu remplaces, tu fais tourner et tu vas constater que le simple fait de revoir un jouet qu'il avait complètement oublié, ça suffit à relancer l'imagination. Pour ton enfant, c'est comme s'il avait reçu quelque chose de complètement nouveau, alors que c'est des jouets qu'il avait déjà et avec lesquels il ne jouait même plus. Et c'est ça qui est super dans la rotation. Ça crée de la nouveauté sans dépenser le moindre euro. Et plus tu pratiques, plus tu réalises que ton enfant n'a pas besoin de quantité, mais de qualité. Qualité de l'environnement, qualité de l'attention, qualité de l'exploration, bref, qualité de tout. Il y a un autre bénéfice duquel je ne t'ai pas encore parlé, c'est que la rotation, elle réduit le désordre. Avec moins de jouets, les espaces sont plus clairs, plus lisibles, et ton enfant sait exactement où se diriger, quoi prendre, et surtout, comment ranger une fois qu'il a fini de jouer. Un environnement épuré calme naturellement le comportement. Un environnement saturé crée de l'agitation. La quatrième astuce concerne les transitions. Oui, s'il y a bien un moment qui déclenche régulièrement des crises chez les tout-petits, ce sont bien les transitions. Passer du jeu au bain, du parc à la voiture, de la télé au repas, ce sont des micro-situations du quotidien que nous, adultes, voyons comme anodines, mais qui, pour un jeune enfant, représentent un véritable changement d'état émotionnel. Son cerveau doit interrompre une activité plaisante, se réorganiser, comprendre la nouvelle consigne, accepter la frustration et basculer vers quelque chose d'autre. C'est juste énorme. Et quand on le voit comme ça, on réalise que la plupart des conflits qu'on associe à de la désobéissance ne sont en réalité que des moments où son cerveau n'a pas encore eu le temps de suivre. Tu verras qu'à partir du moment où tu prends en compte ce que représente une transition pour le cerveau de ton enfant, tu vas naturellement changer ta manière de faire. Et la première chose à comprendre, c'est que ton enfant, il a besoin de prévisibilité. Il a besoin de savoir que quelque chose va se terminer et il a besoin d'un signal clair pour se préparer. Si tu le prends de court en plein milieu de son jeu, tu crées une rupture brutale qui génère de la frustration. Si tu annonces la transition avant qu'elle n'arrive, tu lui offres un sas mental, un petit temps juste pour atterrir. Alors tu vas me dire comment je fais pour préparer et mieux gérer les transitions. Eh bien, j'ai 3 astuces pour toi et tu peux les utiliser en fonction des moments. Option A, s'appuyer sur une fin naturelle. C'est la méthode la plus douce, la plus fluide pour l'enfant parce qu'elle s'inscrit dans le déroulement de ce qu'il est en train de faire. Tu attends la fin d'une action logique, par exemple la fin d'un livre, la fin d'un épisode, quand il a fini son puzzle, quand il a fini son assiette. Et tu utilises cette fin pour annoncer le changement. Par exemple, tu peux dire à ton enfant, quand ton épisode se termine, on passe à table. Et une fois l'épisode terminé, voilà, c'est terminé, c'est l'heure de manger. Ce type de transition, ça permet à l'enfant de ne pas vivre ce passage comme une coupure violente, mais comme la suite normale des choses. Tu accompagnes le mouvement et tu ne le brises pas. Option B, tu utilises un minuteur visuel. Alors il faut savoir que les enfants n'ont aucune notion du temps abstrait. 5 minutes pour eux, c'est un concept qui n'a rien de concret. Mais quand tu leur montres un minuteur, un sablier, un compte à rebours, tu rends le temps visible, tangible, et du coup ils le comprennent un peu mieux. Et là, la transition, elle devient anticipable. Et tu peux par exemple lui dire à ton enfant, regarde, quand le minuteur arrive à 0 et qu'il sonne, ce sera l'heure de se brosser les dents. Tu montres le compte à rebours, tu laisses ton enfant le voir avancer et son cerveau se prépare tout seul parce qu'il comprend visuellement qu'un moment se termine. Et l'avantage, c'est que le minuteur devient la référence neutre. C'est plus toi contre ton enfant, c'est une limite extérieure prévisible et claire. Ça atténue énormément les conflits car ce n'est pas une décision soudaine imposée par un adulte, mais une structure stable qu'il peut observer et intégrer. Option C, compter les répétitions. C'est la technique idéale pour les activités répétitives. Genre par exemple les descentes au toboggan, les tours de balançoire. Quand tu dis à ton enfant, tu fais encore 3 descentes et puis on rentre, tu donnes un cadre concret, visuel et mesurable. Et à chaque étape, son cerveau se prépare. Il ne vit pas la fin comme un arrachement, mais comme un processus qu'il a suivi de bout en bout. C'est incroyable à quel point cette technique, tout
toutes simples en apparence évitent les crises. Parce qu'un enfant qui sait à quoi s'attendre est un enfant qui coopère. Et un enfant qui est surpris, c'est un enfant qui se défend. Ce qui est plutôt logique en vrai. Alors, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Même avec toutes ces stratégies, ton enfant va pleurer, protester, s'accrocher à ce qu'il faisait. Et c'est parfaitement normal. Le but de ces outils, ce n'est pas d'éviter toute émotion, ni d'avoir un enfant qui accepte tout sans broncher. De toute façon, c'est impossible. Le but, c'est de réduire la brutalité de la transition et de la rendre plus respectueuse et d'accompagner la frustration avant même qu'elle n'arrive. Parce qu'une transition, ça reste quand même une petite déception pour l'enfant, c'est toujours quelque chose d'assez difficile à vivre. Souviens-toi, tu n'es pas là pour étouffer ni pour punir ton enfant, mais pour le guider. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu veux une partie 2 avec d'autres astuces ou même d'autres vidéos dans le genre, surtout pense à t'abonner. Et d'ailleurs, ce que tu peux aussi me dire dans les commentaires, c'est si tu as toi d'autres techniques qui fonctionnent. Franchement, je suis preneuse.